Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver cet après-midi pour l'actualité internationale. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, au Nigeria, le gouvernement rejette les accusations de persécution religieuse. En Côte d'Ivoire, une fronde interne s'observe au PPACI en pleine course aux législatives. Conflit au Soudan, les séquelles physiques et psychologiques que vivent les enfants à leur âge. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, à nouveau, bonsoir. Au Nigeria, le gouvernement nigérien monte au créneau. Le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Touga, demande fermement toute persécution religieuse dans le pays et rappelle que la Constitution protège la liberté de culte. Une mise au point qui intervient après les propos controversés de Donald Trump, évoquant une possible intervention militaire pour défendre les chrétiens au Nigeria. Une affaire sensible qui ravive les tensions. Suivez un extrait de reportage sur Africa News. Lors d'un déplacement en Allemagne, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, a affirmé que la constitution du Nigeria ne tolère aucune forme de persécution religieuse en réponse aux menaces de Donald Trump d'intervenir militairement au Nigeria. C'est la constitution qui nous guide et elle montre qu'il est impossible qu'une quelconque persécution religieuse puisse être tolérée ou soutenue, de quelque manière que ce soit, par le gouvernement du Nigeria, à quelque niveau que ce soit, fédéral, régional ou local. C'est impossible. Nos lois sont là et elles contiennent toutes les réponses. Le week-end dernier, Donald Trump avait évoqué une possible intervention militaire au Nigeria pour défendre les chrétiens. Ces menaces surviennent après plusieurs mois de lobbying d'élus conservateurs américains qui affirment que les chrétiens sont victimes d'un génocide au Nigeria. Pays riche en pétrole, le Nigeria fait face à de nombreux défis sécuritaires. Dans le nord-est du Nigeria, l'insurrection djihadiste de Boko Haram, active depuis 2009, a frappé aussi bien les chrétiens que les musulmans, faisant plus de 40 000 morts et poussant plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer, selon les Nations Unies. La commission électorale indépendante ivoirienne a validé un peu plus d'1 millier de candidatures, mais c'est une décision politique qui fait la une. Le PPACI de Laurent Gbagbo frappe fort. 22 de ses cadres sont exclus pour avoir défié la consigne de boycott et maintenu leur candidature en indépendant. Une sanction que le parti justifie par une désobéissance et une insubordination sur fond de tension à l'approche du scrutin législatif. Extrait France 24. C'est une étape électorale qui se déroule dans un climat politique tendu. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, lui sera absent du scrutin et vient de sanctionner ceux qui ont choisi de braver la consigne. 22 cadres révoqués, dont Stéphane Kipré, Georges Amand Onyen et Cyril Louma, pour en citer que ces quelques-uns. Ils avaient déposé en indépendant leur candidature aux législatives malgré la décision de boycotter le 6 novembre dernier.
Dans un communiqué, la direction du parti parle de désobéissance et d'insubordination, rappelant que la discipline constitue l'épine dorsale de toute organisation politique sérieuse. Laurent Gbagbo justifie ce boycott par le contexte post-électoral et les violences de la présidentielle 2025, évoquant des morts et des blessés qui, selon lui, rendent impossible une participation à court terme. Deux annonces qui marquent le début d'une campagne électorale sous tension, alors que la liste officielle des candidats est désormais connue. Au Soudan, la guerre laisse une génération meurtrie. Dans les camps de déplacés, des milliers d'enfants arrivent chaque jour avec des blessures graves et un profond traumatisme. Beaucoup ont perdu leurs parents et tentent de suivre seuls dans un chaos qui dépasse leur âge. Suivez ce extrait de France 24. Dans le camp de déplacés d'Al-Daba au nord du Soudan, le petit Anas Mohamed joue tranquillement avec ses frères et sœurs. Mais depuis quelque temps, le jeune garçon n'entend plus ce qui l'entoure. Il est devenu sourd pendant la guerre à cause des combats et des bombardements. Le cas d'Anas est loin d'être isolé. Au Soudan, de nombreux enfants déplacés présentent une perte totale ou partielle de l'audition. Des blessures physiques qui viennent s'ajouter aux séquelles psychologiques de la guerre. Ils ont vu des gens blessés et des corps sans vie. Ils ont tout vu de leurs propres yeux. Ils criaient et ils pleuraient. Marqués par l'horreur du conflit, de nombreux enfants soudanais sont aujourd'hui profondément traumatisés. Les symptômes les plus communs sont l'incontinence nocturne et les crises de panique. Certains développent aussi des troubles du comportement et deviennent agressifs, par exemple. Selon l'UNICEF, plus de la moitié des personnes ayant fui Al-Fasher sont mineures. Environ 50 000 enfants, dont la plupart sont laissés à l'abandon après avoir perdu leur famille. Il est fréquent que des familles trouvent un enfant qui erre sur la route et le prennent en charge. La plupart sont seuls et orphelins. Cela place une pression psychologique immense sur l'enfant, mais aussi sur les familles d'accueil. Embarqués malgré eux dans un conflit qui les dépasse, des millions d'enfants soudanais sont aujourd'hui les premières victimes de la guerre. Au Liban, arrestation du plus célèbre baron de la drogue. Coup de filet majeur dans la plaine de Beka, l'armée libanaise a arrêté Nouzaït, l'un des criminels les plus recherchés du pays, lors d'une embuscade dans son village natal, Kénissé. Figure centrale d'un puissant clan chiite, ce baron de la drogue était poursuivi depuis des années et visé par des dizaines de mandats d'arrêt, condamné par contumace à plusieurs peines de prison et même la peine de mort en 2024 pour le meurtre d'un militaire. Il tombe enfin entre les mains de la justice libanaise. Le plan américain pour l'Ukraine, un compromis qui frôle la victoire politique du Kremlin. Derrière l'initiative américaine censée rapprocher Kiev et Moscou d'un accord, se dessine un paradoxe inquiétant. Le projet répond point par point aux exigences stratégiques du Kremlin. En échange d'un cessez-le-feu, la Russie, autant pour moi, pourrait obtenir la reconnaissance implicite de ses gains territoriaux, la neutralité forcée de l'Ukraine et une réduction durable de ses capacités militaires. Autant de concessions qui, sous couvert de paix, pourraient entériner la vision géopolitique de Moscou et offrir à Vladimir Poutine une victoire politique sans fracas, mais aux conséquences profondes pour l'équilibre régional. Extrait France 24. Il y a quelques semaines encore, Donald Trump partageait son immense frustration envers la Russie et imposait finalement des sanctions supplémentaires après avoir été sous la pression des élus, à la fois démocrates mais républicains, pour être plus sévère envers la Russie. Et ce qu'on sait, c'est que fin octobre, son envoyé spécial Steve Witkoff a rencontré un émissaire russe à Miami, et Witkoff est critiqué par certains ici à Washington pour être sensible aux argumentaires de la Russie. Et d'ailleurs, certains lui
reproche de travailler seul, de ne pas consulter assez les spécialistes et les experts, notamment ici au département d'État. Et donc c'est à partir de cette rencontre que ce plan semble avoir été élaboré. Et c'est un plan finalement qui ne surprend pas beaucoup parce que on sait, Donald Trump a fait passer le message depuis longtemps qu'il pensait que pour arriver à la paix, il fallait que l'Ukraine cède sur certains points et notamment sur la question des territoires. Et donc finalement, c'est ce que semble proposer pour l'instant ce plan qui devrait être encore négociable. Donc nous n'avons pas totalement les derniers éléments. On en saura plus quand ce plan sera présenté officiellement. Et puis pour conclure cette édition, pour faire face à la montée des menaces terroristes et criminelles, le Conseil de sécurité prône désormais la mise en place d'une plateforme inédite de coopération entre les services de renseignement et de sécurité. Une alliance qui rassemblerait la CEDEAO, ceux de l'AES ainsi que la Mauritanie, le Tchad, l'Algérie. Objectif, mieux partager l'information, anticiper les risques et coordonner les actions pour riposter plus efficace sur l'ensemble de la région. Extrait TV5 Monde. Un appel inédit à l'Union est lancé ce mardi lors du Conseil de sécurité de l'ONU par le secrétaire général de l'organisation. Je suis conscient des profondes divergences politiques qui existent dans la région, mais il est absolument essentiel que, malgré ces divergences, nous mettions en place une plateforme de coopération entre les services de renseignement et de sécurité des pays de la CEDEAO, de l'AES, de la Mauritanie, du Tchad et de l'Algérie, afin de permettre une action coordonnée contre le terrorisme. C'est la situation sécuritaire sur le terrain qui pousse Antonio Guterres à appeler au rapprochement de tous les pays du Sahel. Selon les données de l'organisation ACLED, analysées par l'AFP, le nombre d'attaques djihadistes a explosé en 6 ans. Passant de 1900 en 2019, principalement concentré à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, à plus de 5000 en 2024, sur une zone désormais grande comme 2 fois l'Espagne. Et les victimes civiles se comptent en milliers. Face au Conseil de sécurité, le président de la commission de la CEDEAO a rappelé que sans confiance, aucune coopération n'est possible entre pays de la région. Malheureusement, la situation dans notre région est caractérisée par la méfiance et un niveau élevé de suspicion entre les parties prenantes. Aucune somme d'argent, aucun équipement ne nous aidera à vaincre le terrorisme si nous ne collaborons pas et ne créons pas de synergie. En juillet 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso fondent l'AES, avant de quitter officiellement 6 mois plus tard la CEDEAO. Parmi les griefs des dirigeants des 3 pays sahéliens alors, le manque de soutien, à l'époque, de leurs voisins ouest-africains dans la lutte contre le djihadisme. Les membres de la CEDEAO seraient-ils aujourd'hui en mesure de faire autrement, d'envoyer des renforts sur place ? Pas sûr, car la situation sécuritaire au Sahel pèse sur eux aussi. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, je ne vois pas comment est-ce qu'ils seront capables aujourd'hui de mobiliser des forces qui mettront à la disposition de la CEDEAO. Eux-mêmes, ils sont soit confrontés à des crises similaires dans leur pays, le Nigeria en l'occurrence, et soit obligés de renforcer leur sécurité à l'intérieur. Chacun de ces pays est dans une position d'assurer la sécurité de sa frontière en priorité plutôt que de penser à aller aider les États de l'AES. De leur côté, les dirigeants des 3 pays de l'AES ont tous pris le pouvoir à la suite de coups d'État et le conservent en tenant une ligne souverainiste et anti-impérialiste. Difficile pour eux d'accepter une aide extérieure sans se dédire. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.